Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Diaspora FM 102.3 et d'Eden Télévision. Tous les dimanches, vous le savez, vous avez rendez-vous avec l'émission Dimanche politique, 90 minutes pour décrypter l'actualité politique nationale. Ce numéro se propose d'aborder le troisième congrès du parti politique L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, un congrès annoncé pour se tenir les 6 et 7 octobre 2017 autour du thème « Ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons ». De quel Bénin rêve l'UDBN? Quelle est l'opportunité de l'organisation de ce congrès? Vous aurez les éléments de réponse avec notre invité. Et quand viendra le moment de se séparer de lui, il donnera son avis sur le rejet par la Cour suprême du Bénin du pouvoir en cassation de l'État béninois du groupe Bolloré au profit du groupe pétrolin. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision et Diaspora FM. Avec nous sur ce plateau, James William Gbagidi pour lever un coin de voile sur la personnalité que nous recevons dans cette émission Dimanche politique. James William Gbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akad Benotin. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Et merci de reprendre à nouveau le rendez-vous de Dimanche politique sur lequel nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. À l'occasion donc de cette émission, nous allons recevoir une personnalité qui est extrêmement discrète, qui ne fait pas beaucoup de tapage autour d'elle, mais qui est efficace dans son domaine. En tout cas, c'est ce que disent ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont connu et ceux qui le pratiquent au quotidien. Je ne ferai pas beaucoup de mystère autour de lui. Il est énergéticien environnementaliste. Il est en fonction au ministère du cadre de vie et de l'énergie. Et il a pour rôle aujourd'hui dans la peau du politique. Il est secrétaire général d'un parti, de ce parti-là, qui est l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, parti dirigé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Son nom, à lui, c'est Todema Hassan. Bonjour, secrétaire général. Bonjour, Todema Hassan. Bienvenue sur Eden TV. Merci. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers téléspectateurs. Et les auditeurs aussi, parce que c'est une émission co-organisée par deux médias, Eden Télévision et Diaspora FM. Et les auditeurs également. Très bien, merci donc d'accepter notre invitation. Vous êtes ici parce que l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau organise les 6 et 7 octobre prochain, et Tranquillin Akad Benotin l'a déjà dit, son troisième congrès extraordinaire. Nous n'allons pas beaucoup tourner autour du pot. Vous avez parlé donc de congrès extraordinaire, ça fait donc le troisième. Pourquoi faut-il aujourd'hui, au sein de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, un congrès extraordinaire? Merci, chers journalistes. Je salue d'abord tous les militants de l'UDBN qui nous suivent actuellement, à la télé comme sur la chaîne de radio. C'est vrai, l'UDBN organise les 6 et 7 octobre prochains, donc le week-end prochain, son troisième congrès extraordinaire. Ce troisième congrès extraordinaire intervient dans le cadre donc des nouvelles perspectives que nous propose le gouvernement du président Talon. Qu'il vous souvienne que l'UDBN a contribué à l'avènement au pouvoir du président Talon. Le président Talon a soumis un certain nombre de réformes politiques, institutionnelles, organisationnelles à la population béninoise. Et il est bon que l'UDBN réfléchisse sur ces réformes proposées, travaille sur ces réformes proposées, les partage avec ses militants, puisque nous avons accepté au niveau du bureau politique ces réformes. Il est bon que nous puissions les partager avec nos militants. Et suite aux différentes discussions que nous avions eues au sein des instances du parti, l'organe a mieux de porter ce partage donc des réformes que nous avons, c'est un congrès. Et comme nous n'en sommes pas à un délai requis pour aller à un congrès ordinaire, nous avons souhaité organiser un congrès extraordinaire le plus rapidement possible. La réforme quand même du système partisan que le chef de l'État, le président
Patrice Talon appelle de ses voeux, doit quand même aboutir au rassemblement des partis politiques, notamment la réduction des partis politiques, parce qu'on en compte plus environ 200 partis politiques aujourd'hui sur l'échiquier politique de notre pays. Et pourtant, l'UDBN a renoncé son alliance avec l'Union fait la nation et se retrouve seul au Congrès. Comment vous l'expliquez en tant que secrétaire général de ce parti politique? L'UDBN n'a pas renoncé à avoir d'alliance avec les autres partis politiques. L'UDBN, dans le cadre des élections législatives et communales passées, comme tous les autres partis politiques, s'est mis en alliance avec l'Union fait la nation. C'était une alliance politique pour aller aux élections. Et une fois donc les élections terminées, l'UDBN a recouvert son autonomie pour fonctionner comme parti politique. Et donc l'UDBN reste encore ouvert à tout parti politique, ouvert à toute alliance pour travailler ensemble de manière à aller dans la vision du chef de l'État, qui est la fusion à court, moyen, long terme des partis politiques, de manière à avoir de grands rassemblements de partis politiques au lieu d'avoir des partis étendus dans tout le pays. L'UDBN est donc ouvert et reste ouvert à tous les autres partis politiques. Nous sommes en discussion avec certains partis politiques. Nous souhaitons que d'autres également viennent vers nous pour que nous puissions former ce grand ensemble que souhaite de vive voix le chef de l'État. Alors, ce week-end, par exemple, déjà, on voit se dérouler un peu partout à travers le pays des congrès, des conseils politiques. On voit un activisme politique dans la société depuis un certain temps. On a l'impression qu'il y a un timing, un calendrier qui a été fixé aux partis politiques. Il faut aujourd'hui prendre position. L'Union pour le développement de Bénin Nouveau a choisi d'aller en congrès maintenant. Et c'est justement, est-ce que l'UDBN répond à un timing, répond à une injonction dans le temps? Non, l'UDBN est libre dans son fonctionnement. L'UDBN est un parti politique reconnu sur l'échiquier national depuis un certain temps et fait son parcours avec brio. L'UDBN ne reçoit pas d'injonction de timing. L'UDBN a son planning qu'il suit et c'est suivant ce planning que nous avons décidé d'aller donc au congrès des 6 et 7 octobre prochain. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités politiques en ce moment. Il y a des conseils, il y a des congrès qui s'organisent, mais la prise de décision au sein d'un parti politique ne se fait pas seulement par les dirigeants de ces partis politiques. Il faut que les dirigeants aillent vers les membres, les sympathisants, pour partager cette prise de décision-là. C'est ce qui se fait actuellement. Je ne pense pas qu'il y ait un timing donné aux partis politiques pour prendre la décision des fusions, mais les partis s'organisent pour aller vers cette fusion souhaitée de tous les vœux par le chef de l'État. Et cette multiplicité de partis politiques qui existent avait commencé déjà par faire objet de réflexion au sein des différents partis politiques. Et donc, c'est un événement que tout le monde souhaite. Ce sont des regroupements que tout le monde souhaite avoir dans le pays. Mais pour y parvenir, il faut y travailler. Et donc, c'est le travail qui se fait actuellement pour parvenir à ce regroupement-là que nous souhaitons tous de nos vœux. Hassan Toudéman, vous l'avez dit il y a un instant que le programme d'action du chef de l'État qui a été soumis nécessite qu'une instance aussi importante au sein de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau que le Congrès se réunisse pour y réfléchir. Ça fait quand même déjà un certain temps que le programme d'action du gouvernement a été publié. Pourquoi avoir attendu plus d'1 an avant de convoquer le Congrès pour en débattre? Je le disais tout à l'heure, au sein de l'UDBN, nous avons plusieurs instances de décision. Et donc, il a fallu que ces instances de décision partagent le programme d'action en leur sein, partagent le programme d'action auprès des militants, des sympathisants de l'UDBN, avant maintenant d'en venir à un congrès extraordinaire. Donc nous sommes dans un processus qui a été planifié et nous suivons le planning que nous avons mis en place donc, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est vrai que vous avez vos tests, le parti politique à l'UDBN a ses tests. A-t-on vraiment besoin d'aller à un congrès extraordinaire pour montrer qu'on partage les actions, les programmes d'action du gouvernement? Ah mais si. Les décisions que nous devons prendre au sein de notre parti politique, au sein de l'UDBN, a des instances. Et la nature de la décision nous impose d'aller à un congrès de manière à ce que tous les militants, depuis le sommet jusqu'à la base, soient informés donc
de ces décisions que nous voulons prendre. C'est la nature de la décision qui nous oblige à aller à un congrès. On pouvait faire un conseil national, on pouvait faire une réunion de bureau politique, on pouvait rassembler certaines instances de prise de décision au sein du parti pour prendre la décision, mais la nature de la décision nous oblige à aller à un congrès. Et comme nous n'en sommes pas à un timing de congrès ordinaire, nous avons souhaité faire un congrès extraordinaire pour prendre ces décisions-là, qui sont d'une haute importance aussi bien pour notre parti, l'UDBN, que pour la nation béninoise. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que l'UDBN va en congrès extraordinaire parce qu'il entend, il viserait des postes au niveau de l'appareil d'État? Vous savez bien que notre présidente a déjà occupé, de par le passé, plusieurs fonctions politiques de très haut niveau dans la République. Et aucun Béninois ne peut refuser l'appel de la nation à travailler pour faire avancer le pays. Nous ne visons pas, c'est pas parce que nous visons des postes que nous allons à un congrès, mais c'est parce que nous avons des activités planifiées. Et, comme je le disais, si on nous fait appel pour travailler pour le pays, ce que nous faisons d'ailleurs déjà, autant que nous sommes, nous travaillons pour le développement du pays. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour le développement du pays. Moi, je suis dans l'énergie et l'environnement, je travaille au poste où je suis pour le développement du pays. Et donc, nous sommes déjà en train d'œuvrer pour faire avancer le pays. Mais si on nous appelle à des fonctions, à d'autres fonctions, pour continuer à apporter notre contribution au développement du pays, je ne pense pas qu'un Béninois pourrait refuser d'apporter du sien au développement de ce pays. Oui, mais la coïncidence est quand même un peu troublante dans la mesure où un remaniement ministériel est annoncé. C'est justement un peu à la veille de ce remaniement que l'UDBN va en congrès. L'UDBN annonce une mobilisation très importante. De quoi peut-être influencer le chef de l'État pour lui montrer que ça c'est un parti important, c'est un parti qui compte sur l'échiquier politique national et pourquoi ne pas nommer quelques membres, peut-être même au gouvernement ou à des postes stratégiques dans les ministères, dans des institutions. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu l'objectif de ce congrès? Oh, vous savez, le remaniement dont vous parlez, on en entend parler depuis quelque temps. Et je pense que seul le chef de l'État détient le timing de ce remaniement-là. Et depuis l'avènement de ce régime au pouvoir, vous auriez dû constater donc que la gestion par la rue n'est plus de mise. La gestion par les réseaux sociaux n'est plus de mise. Et donc le chef de l'État, le président Patrice Talon, il a son timing qu'il suit. Et je ne pense pas qu'il puisse être influençable par rapport à ce timing-là parce qu'un parti organise un congrès. Le président a son timing qu'il respecte, les partis politiques ont leur timing qu'ils respectent, et je pense que cela va donc chacun en fonction des perspectives qu'il s'est données. Vous êtes simplement prononcé sur ce remaniement annoncé, mais la question elle est quand même claire. Hein? Oui. Le DBN, en prélude à ce remaniement qui finira par intervenir, oui. Se prépare-t-il pour avoir des postes dans l'appareil d'État? Nous travaillons comme d'habitude. Nous travaillons comme d'habitude. Nous avons contribué à l'avènement du président Talon au pouvoir. Et donc, si on nous appelle pour donc apporter un plus à ce que nous faisons déjà à la nation, je pense que, comme je l'ai dit, aucun Béninois ne peut donc refuser d'aller servir son pays à un niveau donné. Mais nous ne le faisons pas parce que nous courons derrière des postes ministériels. Vous connaissez bien la présidente, l'honorable Claudine Afia-Prudencio. Elle ne court pas derrière un poste ministériel. Elle travaille, elle a déjà des projets qu'elle met en œuvre pour le pays. Et donc, ce n'est pas forcément à un poste ministériel qu'elle pourra servir ce peuple. Mais si le chef de l'État pense qu'il a besoin d'une personnalité de ce rang-là, à ses côtés, pour mieux faire ce qu'il a à faire, je ne pense pas qu'on déroberait également à cet appel. Oui, mais l'honorable Claudine Prudencio est déjà occupée, présidente de la commission de l'éducation et de l'affaires sociales à l'Assemblée nationale. Il y a quand même des cadres comme vous au sein du parti. Depuis que le président Talon est au pouvoir, il me semble bien que les biscuits qui ont été redistribués n'ont pas atteint encore l'UDBN. Est-ce que, en soufflant de la trompette, on ne lui donne pas également un signe? Nous sommes sur l'échiquier politique national et le chef de l'État connaît bien
l'UDBN. Et donc, nous n'avons pas à faire des trompettes pour qu'on sache que nous sommes présents. Nous sommes là, nous travaillons au poste où nous sommes et les résultats sont là et parlent d'eux-mêmes. Et je ne pense pas que nous soyons en train de courir derrière des postes. Je ne pense pas que ça soit cela. Et ce n'est pas du tout cela, alors je peux vous le confirmer. Vous clamiez tout à l'heure que oui, vous avez soutenu le chef de l'État, mais les téléspectateurs et les auditeurs qui ont suivi l'actualité des présidentielles, nous en voudrons si on ne leur précise pas vos premières positions, parce que aux premières heures des élections présidentielles, vous n'étiez pas avec le chef de l'État. Oui, tout à fait, mais entre les deux tours, nous avons travaillé à ce que les deux personnalités, et donc le président Patrice Talon et l'autre candidat que nous avions soutenu, puissent travailler main dans la main pour aller au second tour. Et nous nous sommes battus au second tour pour que le président Patrice Talon puisse passer. Et donc on ne peut pas nous dénier aujourd'hui le droit d'avoir contribué à l'avènement au pouvoir du régime Talon. Pour vous, c'est une fierté? Ah oui, tout à fait, parce que vous voyez bien la manière dont le pays est géré aujourd'hui. Le président Talon apprend aux Béninois à moins parler et à plus travailler. On aura l'occasion de parler de la gouvernance du président Patrice Talon. Justement, parmi les objectifs du congrès de l'UDBN, il est annoncé une clarification des positions politiques du parti. On connaît quand même plus ou moins la position de l'UDBN, non? Oui. On connaît la position de l'UDBN depuis l'avènement de ce régime au pouvoir. Cette position s'est clarifiée lors donc du vote de recevabilité de la proposition de constitution à l'Assemblée nationale. Mais il est bon qu'on clarifie de plus en plus cette position avec nos militants à la base. Nous l'avions fait en groupe plus restreint. Nous avons commencé par parler également du programme d'action du gouvernement avec les populations à la base, mais il est bon qu'ensemble on se retrouve comme dans une grande messe pour partager cette vision avec les militants et les sympathisants du parti. Et c'est ce que nous comptons faire les 6 et 7 octobre prochains. On se souvient qu'en 2016, disons même vers fin 2015, c'était à l'occasion d'un congrès que la décision du parti a été prise de soutenir le candidat, c'était à l'époque le candidat Sébastien Adjavon. Entre les deux tours, vous avez décidé de soutenir Patrice Talon. Était-ce aussi une injonction, ou du moins à la demande de Sébastien Adjavon? Non, je vous l'ai dit et je vais continuer à le dire peut-être tout au long de ces débats. L'UDBN est un parti libre qui fait des choix responsables. Les choix de l'UDBN ne se font pas seulement par les instances du parti, mais ces choix-là sont faits avec les militants à la base. Entre les deux tours, la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a travaillé pour que les deux candidats d'alors, le candidat Patrice Talon, le candidat Sébastien Adjavon, puissent coopérer, commencer par coopérer pour travailler ensemble pour le second tour. Et donc, la décision de soutenir le candidat Patrice Talon au second tour des élections présidentielles émanait de la présidente de l'UDBN, de ses organes, des organes dirigeants du parti de l'UDBN et de ses militants à la base. Mais en définitive, aujourd'hui, il y a une brouille. Cette brouille-là, entre celui que l'UDBN a soutenu hier et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, cette brouille perturbe les relations entre les personnalités. Quelle est la position de l'UDBN dans cette histoire? Oui, l'UDBN est un parti politique et fait bien la démarcation entre les affaires personnelles et la vie politique du pays. Nous avons opté au second tour pour une certaine vision, une certaine gouvernance du pays et nous restons dans cette droite ligne-là par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays. Jusqu'à l'instant où nous parlons, et même au-delà, avec le programme d'action du gouvernement que nous avons en face, nous pensons que le président Patrice Talon continue de garder les gouvernails et de conduire le pays comme cela se doit vers un début de développement. Il n'y a donc pas de raison que l'UDBN ait un conflit ou un conflit quelconque avec le pouvoir en place, puisque ce qui se fait va dans la droite ligne de ce pourquoi nous avons soutenu le président Talon au second tour. Et donc, nous avons une très bonne cohérence avec ce qui se fait actuellement par le régime
du président Patrice Talon n'en témoignent que les différents comptes rendus de Conseil des ministres que nous suivons, les différentes actions qui sont menées dans le pays. Je pense que nous devons, à l'unanimité, soutenir le gouvernement dans les différentes actions qui sont menées pour conduire enfin ce pays vers le développement. Vous voyez, généralement, la population se demande, mais nos hommes politiques, quand ils voyagent, est-ce qu'ils regardent un peu les autres pays? Est-ce qu'ils voient ce qui se passe dans les autres pays? Mais voilà, le gouvernement du président Patrice Talon a commencé par transférer vers le Bénin tout ce qu'on voit de beau à l'étranger, tout ce qu'on voit de merveilleux à l'étranger. Et là, lorsque vous passez déjà sur le passage à niveau de Woikor, vous regardez, vous jetez un coup d'œil à droite, vous voyez l'aménagement qui est en train d'être fait là, la verdure qui est en train d'être fait là. Mais c'est beau ça, circuler sur les réseaux sociaux. La masse ne voit encore rien, mais de toute façon, on reviendra sur la gouvernance du président Patrice Talon. Intéressons-nous d'abord au thème de votre congrès, le congrès extraordinaire que vous organisez les 6 et 7 octobre 2017 autour du thème « Ensemble ». Réalisons le Bénin dont nous rêvons. De quel Bénin rêve le parti, l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau? Nous rêvons d'un Bénin qui pourra satisfaire les besoins des Béninois, les besoins prioritaires des Béninois. Nous rêvons d'un Bénin où l'électricité ne nous parviendra plus juste par moment. Nous rêvons d'un Bénin où les populations pourront satisfaire leurs besoins, où on aura des centres de santé pour tous, des écoles pour tous, de l'eau pour tous, de l'électricité pour tous, des voies pour tous, qui permettront donc aux agriculteurs d'acheminer leurs produits des sites de production vers les lieux de commercialisation. Nous rêvons d'un Bénin où il fera bon vivre pour l'ensemble de la population. Alors, dans ce thème, quand vous l'analysez, il y a ensemble. Réalisons le Bénin dont nous rêvons. Ensemble, il faut que les Béninois s'unissent enfin. C'est vrai, vous me direz qu'il n'y aura pas l'électricité si nous n'avons pas les deux polarités, plus et moins. Mais ces plus et moins s'associent pour produire l'électricité que nous avons, donc pour faire du bien. Et c'est ce qu'il nous faut maintenant, nous mettre ensemble pour réfléchir dans le sens de contribuer au développement de ce pays. Et c'est pourquoi c'est un appel que nous lançons à l'ensemble du peuple béninois à travers ce thème pour que, enfin, nous puissions conduire ce qui se passe parce que c'est quelque chose de beau, d'important, vers la satisfaction des besoins des populations, pour que chacun commence par voir que ce pays a enfin pris un nouvel envol. C'est à cela, cet appel que nous invitons tout un chacun, et ce thème pourra être développé donc au cours du congrès, pour attirer l'attention de tout un chacun sur la nécessité que nous avons besoin finalement de nous unir sur beaucoup plus ce qui est important pour le pays que de nous disperser sur nos intérêts personnels et égoïstes. Mais quand vous dites réalisons le Bénin dont nous rêvons et que vous avez une participation active au pouvoir actuel, comment voulez-vous réaliser ce Bénin dont vous rêvez? Mais la réalisation du Bénin dont nous rêvons passe par les différentes actions que nous posons tous les jours. Ces actions, par rapport à la présidente de l'UDBN, si nous allons commencer par les citer ici, nous allons prendre tout le temps pour les citer. Les différents projets qui sont mis en œuvre par la présidente de l'UDBN. Nous allons peut-être parler tout à l'heure, vous l'avez annoncé, donc du projet ferroviaire qui va créer de l'emploi et contribuer donc à la mobilisation des 500 000 emplois du PAG. Et donc, la réalisation de Bénin dont nous rêvons passe par les actions de tout un chacun, tous les jours. Les actes que nous posons tous les jours doivent rentrer dans ce cadre de réalisation du Bénin dont nous rêvons. Et vous regardez un peu l'environnement de Cotonou. Si vous rentrez dans Cotonou aujourd'hui, vous sentez que Cotonou respire. Il y a de l'air qui circule. Tel n'était pas le cas il y a quelques mois. Et donc, nous sommes en train chacun donc de poser les pas qu'il faut pour conduire le Bénin vers le développement, pour conduire le Bénin vers le Bénin dont nous rêvons. Et c'est à cela que nous appelons tous les Béninois désormais. Alors, à l'occasion de ce congrès, sans doute de grandes résolutions seront prises. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui sera décidé en dehors de la réaffirmation du soutien au chef de l'État? Oui, de très grandes décisions seront prises donc au cours de ce congrès. Et je vous demanderai donc de laisser la primauté au congrès, de les énoncer à la population béninoise. Vous savez déjà, nous sommes avec le chef de l'État et point n'est besoin de l'affirmer. Nous sommes avec le chef de l'État
nous participons à conduire la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement à travers donc la sensibilisation à ce programme d'action pour que les populations puissent porter ce programme d'action de manière à ce que dans leurs actes au quotidien, ils puissent aussi contribuer à la mise en œuvre donc, de ce programme d'action. Et pour le reste des décisions qui seront prises, nous laissons la primauté donc, au Congrès d'en parler à la face du monde. Vous avez de très bons voeux pour la nation, c'est beau, tout ça. Depuis que l'UDBN existe, qu'a-t-il fait pour les populations? À sa tête, il y a une dame députée à l'Assemblée nationale, mais ces actions sur le terrain ne sont pas visibles. Que faites-vous aux populations? Oui, ça c'est une très bonne question, comme les autres questions d'ailleurs. Mais vous savez, la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, les actions qu'elle mène, c'est vrai qu'elle fait très peu de communication autour, ce qui fait d'ailleurs que nous recevons donc certaines préoccupations des populations qui posent exactement les mêmes questions. Elle accompagne les communautés à la base. Elle ne met pas l'accent sur la communication sur ces événements-là. Et ça, nous n'avons pas manqué de partager ce point de vue avec notre présidente pour dire, Madame la Présidente, vous devez commencer par communiquer sur vos différentes actions. Il n'est pas bon de faire les actions et de ne pas les faire savoir. Si on continue à ne pas les faire savoir, la question reviendra toujours de savoir qu'est-ce que vous faites à la population. Nous allons faire le point de l'ensemble de ces actions-là et nous allons les partager au Congrès pour créer de la visibilité autour de ces actions parce que nous en avons besoin, puisque pour l'instant, ça ne se fait pas. Mais vous êtes quand même la présidente et un parti politique qui regroupe plusieurs personnalités. Oui. Si elle ne le fait pas, mais vous, pourquoi vous ne le faites pas? Et les autres aussi, pourquoi? Oui. Vous savez, nous avons besoin donc de prendre cette décision. Je vous ai dit, la prise de décision au sein de l'UDBN ne se fait pas de façon individuelle, mais se fait de façon participative. Et donc, nous sommes en train de prendre la décision désormais pour faire la visibilité autour de ces actions-là. Vous savez, nous devons faire la différence entre les actions politiques et les actions sociales. Nous devons pouvoir faire cette démarcation parce qu'on a l'impression que l'homme politique, c'est lui qui doit faire les voies. C'est lui qui doit construire des écoles. Ce sont des actions sociales qu'un homme politique peut faire. Mais par contre, il y a des actions politiques qu'un homme politique doit également faire. Elle est à la tête de la commission des lois, la présidente à l'Assemblée. Commission de l'éducation. Commission de l'éducation à l'Assemblée. Et donc, par rapport à cette commission, elle a des prérogatives, elle a des activités qu'elle mène à l'hémicycle. Dans le cadre politique, avec les militants à la base, elle a des activités qu'elle mène, la formation politique des sympathisants, des membres du parti, des actions envers les membres du parti. Au niveau de la commission, quelles sont les lois qu'elle a déjà défendues? Alors, au niveau de la commission, il y a des activités en cours. Il y a des activités en cours. Et je ne vais pas vous faire le point de ces activités. C'est vrai que récemment, il y a eu deux lois, notamment la loi, je crois, sur le tabac qu'il a défendu après avoir organisé plusieurs séminaires, les hépatites. Et après tout ça sur le terrain, qu'est-ce qui se fait? Et après tout ça sur le terrain, elle doit contribuer à vulgariser ces lois-là sur le terrain. Mais la vulgarisation de ces actions nécessite un accompagnement du Parlement. Ça, ce sont des activités politiques liées au Parlement. Des activités politiques liées à son parti politique, c'est la formation des militants, la mobilisation des militants, l'éducation civique et politique des militants. Et ça, nous le faisons au sein du parti politique. C'est vrai qu'on a vu récemment la présidente de l'UDBN dans une séance avec plusieurs dames au niveau de l'usine, l'ex-usine d'engrais de Koumbé, en train de leur parler de ces nouvelles lois-là et de les inviter à prendre des dispositions pour se prémunir contre les hépatites B et C. Et c'est vrai que ces actions n'ont pas été véritablement médiatisées. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la gouvernance qui est en place et qu'accompagne le président, la présidente de l'UDBN et l'UDBN en général, pose problème quand même à certains égards. Le gouvernement n'est pas applaudi à tout rompre par le peuple. Nous n'avons pas d'institut de sondage, c'est vrai, mais pour nous autres Béninois Béninois lambda, Béninois du quotidien, Béninois de la rue, quand nous écoutons le Zémidjan que nous empruntons de temps en temps, quand nous écoutons le vendeur d'essence, quand nous écoutons le mécanicien, le soudeur,
le menuisier, on a quand même l'impression que ça ne va pas. Et pourtant, l'UDBN choisit d'accompagner le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas de choses, à votre avis, à reprocher à la gouvernance Talon à l'heure actuelle? Alors, quelle famille n'applaudit pas quand le cercle de famille s'agrandit? Mais il y a eu toutes les douleurs de l'enfantement avant cela. Et donc, nous devons prendre patience. Vous savez, des choses ont commencé par sortir. Je vous parlais tout à l'heure donc du côté du passage à niveau de Ruiho. Donc, il faut que ce processus s'accomplisse dans le temps. Le chef de l'État l'a dit, il a reconnu que la population a des grincements de dents. Et il a dit, laissez-nous organiser, laissez-nous mûrir ce que nous sommes en train de faire pendant 2 ans. Les plus patients du Bénin sont les producteurs agricoles. Hein. Quand ils mettent leur maïs en terre, ils ne récoltent pas le lendemain. Ils attendent une période avant de récolter. Donc, les plus patients de la République, je constate que ce sont les paysans, ce ne sont pas les intellectuels, ce ne sont pas ceux qui sont en ville, c'est ceux qui produisent ce que ceux qui sont en ville mangent. Et donc, nous devons apprendre cette culture de patience de ces paysans-là. Alors, un programme de développement tel que le PAG est défini ne se met pas en œuvre du jour au lendemain. Il faut poser des bases de construction. Et ces bases de construction... On a besoin de manger au quotidien, on a besoin... Oui, nous avons besoin de manger au quotidien. Ce que nous mangeons jusque-là n'a pas manqué. Il y a des grincements de dents, c'est vrai, simplement parce que les gens n'arrivent plus à trouver l'entièreté de ce qu'ils trouvaient par le passé. Quelqu'un qui, banalement, de tout demain, ramasse des dizaines de millions et qui aujourd'hui n'arrive plus à le faire, c'est normal qu'il ait des grincements de dents. Quelqu'un qui a l'habitude de faire ça et de partager des fournitures scolaires dans tout le Bénin et qui n'a pas pu le faire à cette rentrée, c'est normal qu'il ait des grincements de dents parce que sa cote de popularité va baisser. Le gouvernement Talon est en train de fermer progressivement ces poches-là de manière à prendre les actions sociales en main et à satisfaire les besoins des populations par le pouvoir public. Vous n'êtes pas dans l'appareil d'État, au sein de l'appareil d'État, et sur quels éléments vous vous basez pour attester que l'actuel système est en train de véritablement fermer les poches de la corruption? Mais ça se voit. Vous voyez toutes les décisions qui ont été prises. Regardez les audits qui ont été réalisés, les résultats des audits. Regardez les instructions qui s'en sont suivies. Et donc, il y a des actions qui se mènent. Là, aucun homme, en tout cas ceux qui ont été cités, ne sont pas encore, ne se sentent pas inquiétés. Mais la séparation de pouvoir oblige. Le gouvernement fait son travail. Le gouvernement fait son travail. Le pouvoir judiciaire va faire son travail. Et rien ne nous dit qu'aucun travail ne se fait, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Patrice Talon apprend aux Béninois à moins bavarder et à beaucoup plus travailler. Et donc, un travail est en cours et point n'est besoin de le divulguer sur des réseaux sociaux ou dans les journaux ou dans la presse, puisque chacun fait son travail dans son domaine de compétence. Mais paradoxalement, il y a des gens qui étaient cités dans des affaires rocambolesques et qui, aujourd'hui, se retrouvent par la force des choses avec le chef de l'État. On ne va pas citer de nom. Si on parle du dossier hydraulique, je parle du PPOA2. Voilà les affaires pour lesquelles dans ce pays, on a déboursé l'argent du contribuable, environ 1 milliard de francs CFA. Oui, plusieurs milliards. Plusieurs milliards. On a dit voilà que c'est une affaire réelle. Après, c'est devenu un non-lieu. Et aujourd'hui, celui-là se retrouve avec le système. Et vous dites que les poches de corruption... Nous faisons confiance à la justice de notre pays. Et lorsqu'une affaire est tranchée par la justice, nous ne revenons plus sur cette affaire-là. C'est vrai, il y a des soutiens qui viennent au chef de l'État. Le chef de l'État a besoin de ces soutiens. D'abord pour avoir tout le courage nécessaire pour continuer à porter ce lourd fardeau de mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement. Et donc nous laissons chaque pouvoir faire son travail. La justice a délibéré sur cette affaire, nous avançons, puisque la justice a fait son travail. Le chef de l'État n'a pas à s'y mixer dans le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire n'a pas à s'y mixer dans le pouvoir exécutif également. Donc la séparation des pouvoirs fait que lorsque des affaires sont délibérées dans la République, nous faisons confiance à notre justice et nous avançons sur ces affaires-là. Maintenant, quant aux audits qui ont été réalisés, nous attendons la suite que la justice donnera à ces différents dossiers, puisque le Conseil des ministres a donné des instructions au ministre en charge de la justice pour le reste du processus. Attendons donc le reste de ce processus-là pour voir l'aboutissement de ces différents dossiers. Oui, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte
que la plupart du temps, les audits prennent en charge des années assez bizarres, entre guillemets. On commence les audits en 2013, on commence les audits en 2012. Il y a une période de la gouvernance passée qui n'est pas couverte. Est-ce que vous avez une idée des motivations de ces délais qui ont été identifiés ou de ces périodes qui ont été identifiées pour être auditées dans les secteurs qui ont été choisis? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a eu des outils, des paramètres qui ont conduit à la définition de ces périodes-là. Je n'ai pas ces paramètres-là et donc je ne peux pas juger de pourquoi ces périodes ont été choisies. Mais je pense qu'on ne peut pas se lever et définir au hasard des périodes d'audit. Il y a eu des paramètres, il y a eu des outils, il y a eu des analyses qui ont conduit donc à choisir ces périodes-là. Oui, mais il y a ceux qui, comme le Benoît lambda, pensent que c'est fait à dessein pour que des partisans, des associés du pouvoir aujourd'hui ne se sentent pas dérangés. Non, je disais tantôt que nous n'allons pas continuer donc la gouvernance par la rue. Nous avons des outils dans la République qui permettent de faire appel sur ces décisions-là. Nous avons des instances qui permettent donc d'avancer sur ces problèmes-là. Et donc que ceux qui pensent que ces périodes sont choisies à dessein, mais qu'ils engagent des procédures et qu'ils demandent des audits sur les autres périodes. Nous avons des institutions qui fonctionnent dans le pays et donc nous n'allons pas continuer à gouverner par les réseaux sociaux, par la rue, par des réflexions de bord de la voie. Il faudrait donc que ceux qui pensent qu'on doit aller au-delà, qu'il est nécessaire d'aller au-delà de ces périodes-là, mais qu'ils saisissent les instances régaliennes de manière à demander au pouvoir donc d'aller au-delà de ces audits-là. Et quelle est la position de l'UDBN face aux réformes entreprises par le chef de l'État, notamment dans le secteur de l'éducation cette année? Oui, vous constatez que l'anglais a commencé donc dans des écoles pilotes dans le pays. C'est une bonne chose, nous sommes à côté du Nigeria. Et normalement, il est de bon ton que les Béninois maîtrisent les langues utilisées au Nigeria. Regardez, au Bénin, nous sommes 10 millions. En 2000, dans quelques dizaines d'années, le Nigeria va atteindre 1 milliard. Alors, que faisons-nous pour profiter du Nigeria? Qu'est-ce que nous mettons en place pour profiter du Nigeria? Au Nigeria, c'est l'anglais qui est la langue de travail. Et il est de bon ton donc que les Béninois, toute la population béninoise, parle anglais. Et c'est cet idéal-là que le chef de l'État a commencé par porter en choisissant des écoles pilotes dans lesquelles on va commencer par apprendre anglais aux enfants. Et vous avez vu le premier enseignant qui est passé sur les chaînes de télévision. Les enfants étaient très motivés, un enseignant très motivé à partager avec les enfants. C'est de cela que nous avons besoin. Que tout ce que chaque Béninois pense qu'on peut faire de bon pour ce pays, qu'à son niveau, qu'il commence par le mettre en œuvre progressivement, de manière à porter sa contribution à l'évolution de ce pays. Je pense que ces réformes ne sont qu'au début dans l'éducation. Il faudra qu'on les pérennise, qu'on les renforce, de manière à ce que dans toutes les écoles béninoises, on puisse parler anglais. De manière à ce que tous les enseignants au primaire puissent apprendre l'anglais et parler l'anglais aux enfants. C'est de cela que nous avons besoin pour faire avancer le pays. Pendant que les réformes au sein du secteur de l'éducation apparaissent comme étant des réformes politiques qui sont applaudies de part et d'autre, des réformes dans d'autres secteurs aboutissent à beaucoup de destruction d'emplois. Voilà un reproche qui est également fait au pouvoir du président Patrice Talon. C'est la suppression d'emplois, même d'entreprises, depuis qu'il est au pouvoir. Comment l'UDBN perçoit cela et quelle analyse en fait l'UDBN? Je pense que le programme d'action du gouvernement envisage de créer 500 000 emplois. Faut-il en détruire d'abord? Non, pas qu'il faut en détruire d'abord, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut assainir. Il faut assainir. Et nous sommes dans ce processus-là d'assainissement-construction. Et une fois assaini, de nouveaux emplois seront créés dans le pays avec toutes les activités qui sont en cours dans le pays. Il y aura d'emplois dans le pays. Il y aura de nouveaux corps de métiers qui vont émerger. En attendant, les conseillers, comment feront-ils les charges incompressibles? Comment feront-ils face à tout ça? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est certain que ceux-là, de nos frères, de nos sœurs, vont passer des périodes qui ne seront pas aussi faciles que leur vie qu'ils passaient. Mais il est bien également qu'ils n'aillent pas croiser les bras,
qu'ils se remettent à la tâche pour commencer par travailler pour le pays. Le gouvernement a lancé plusieurs projets qui vont donc mobiliser de la ressource humaine et il est évident que ceux-là pourront trouver affaire dans ces différents projets qui sont en cours de mise en œuvre. Vous allez voir, le projet de rail va commencer bientôt, va employer beaucoup de gens. Et donc, ceux-là pourront se réinsérer tout à fait dans des corps de métier qui vont émerger. Le président de la République, en vous basant sur les différents faits et tout ça, les réformes, la façon dont la gouvernance actuelle est menée, est-il vraiment capable de réaliser le Bénin dont l'UDBN rêve? Nous sommes tout à fait conscients de cela, que nous allons progressivement vers le Bénin dont l'UDBN rêve. Et c'est pourquoi le gouvernement a mis l'accent sur la réalisation des grands travaux, sur le volet social de la population. C'est vrai, vous entendez souvent beaucoup de grincements de dents. Le gouvernement du président Patrice Talon ne fait pas de social, il détruit les emplois. Qu'est-ce que le social? C'est la question que nous devons nous poser d'abord. Qu'est-ce que le social? Est-ce que le social, c'est prendre des billets de banque, aller distribuer aux populations? Non, puisque ce n'est pas pérenne. Ça se faisait. Et ça plaisait aux populations. Mais à chacun sa gouvernance. À chacun sa gouvernance, puisque quand ça se faisait, est-ce que ça permettait aux populations d'avoir une vie décente continuelle? Non, ça se faisait pour tenir les populations. Et donc, le président Patrice Talon a voulu changer de fusil d'épaule. A dit, mon social passera par des actions concrètes qui permettent aux populations donc de subvenir directement à leurs besoins. Et ce social, la première action sociale posée par le gouvernement, c'est le rétablissement de la situation énergétique du pays. Le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'il est venu au pouvoir, le président de la République même a pris à bras le corps la question énergétique et a dit « Je veux avoir des solutions immédiates qui permettent donc de mettre fin au délestage. » D'ailleurs, vous êtes bien placé pour nous le dire. Vous êtes directeur de l'énergie renouvelable par ailleurs. Oui. Est-ce que dans ce domaine-là, en particulier les énergies renouvelables, il y a quelque chose qui se fait réellement? Ou bien c'est seulement les énergies fossiles qui continuent de nous permettre d'éviter le délestage? Non, actuellement ce sont les énergies fossiles, notamment l'allocation des groupes qui nous permettent de sortir du délestage. Mais ça va travailler jusqu'à court terme. À long terme, nous avons des projets d'énergie renouvelable qui permettront donc d'avoir un mix énergétique élargi aux énergies renouvelables pour résorber définitivement le problème de la crise énergétique. Mais je parlais du volet social par rapport donc à la situation énergétique pour dire que ce que nous ne savons pas, la seule et première étude qui a été réalisée sur la non-satisfaction de la disponibilité de l'énergie montre que lorsque les populations n'ont pas l'électricité, le coût du kilowattheure tournait autour de 1000 francs, c'était en 2000, fait les années 2003. Aujourd'hui, cette évaluation montre que si l'énergie n'est pas disponible, nous la payons autour de 2000-2500 francs le kilowattheure. Ça veut dire quoi? Lorsque le soudeur, lorsque celle qui vend de la glace, celle qui fait du yaourt, du bissap, le petit commerce, n'a pas l'électricité pour faire sa production, elle paie 2500 francs par kilowattheure parce que ce commerçant est obligé d'utiliser des moyens alternatifs pour avoir l'électricité tels que les groupes électrogènes et autres. Donc le fait d'avoir résolu définitivement la crise énergétique fait que ce coût d'énergie très élevé, parce que l'énergie n'est pas disponible, est résorbé. Et donc la première solution sociale que le gouvernement Patrice a réalisée du moins, c'est régler le problème d'électricité. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Est-ce qu'il est réglé entièrement ce problème? Ces derniers jours, on constate également encore des coupures. Ce problème est définitivement réglé. Mais nous avons des coupures optimistes. Il y a 3 jours, je crois qu'il y a des zones, notamment à Kassato, Calavi et autres, qui étaient restées dans l'eau pendant, je crois, 2 jours. Oui. Et à Kpakpa et environ, pareil. Comment vous expliquez ces cas de... Oui, ces cas de panne, on les appelle les coupures. Ce n'est pas du délestage. Le délestage, c'est une coupure sur de longue durée, planifiée, que nous avons en son temps de 6 heures, de 8 heures, de 10 heures peut-être de temps par jour. Ça, ce sont des coupures dues à des pannes techniques parce qu'on a eu une forte pluie ou parce qu'un réseau est tombé par endroit. Ces coupures, on les a dans tous les pays du monde. On peut les avoir. Vous avez vu la tempête qu'il y a eu dans les régions des Amériques ces derniers temps. Si des poteaux sont tombés et autres, il n'y aura pas d'électricité. Le gouvernement travaille également aux réformes au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique. Et vous pouvez inviter le directeur général qui fait un travail excellent, M. Tossou, à vous en parler. Il y a du travail qui se fait pour que les solutions trouvées
soit viable pour le pays et pour le secteur de l'énergie. Parlant des réformes, la Société béninoise d'énergie électrique, c'est quand même une entreprise qui incarne une certaine souveraineté de d'autres pays, mais on annonce sa privatisation. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé le terme, mais en réalité, c'est cela. Est-ce que cela sera bénéfique pour le pays? Non, ce n'est pas sa privatisation, mais sa mise en gestion. Et ça, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Expliquez-nous c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ce que le gouvernement veut faire, c'est vrai que je ne suis pas très habilité à en parler puisque je ne suis pas sur ce plateau pour cela, mais je pourrais lever un coin de voile. J'appellerais ça accompagnement. C'est un accompagnement à un nouveau modèle de gestion d'une société d'électricité. Et ça peut se faire juste dans une période donnée. Ça ne se fera pas de façon éternelle. C'est même privé. Est-ce que ce n'est pas le premier pas vers la privatisation? Non, pas du tout. C'est pas le premier pas vers la privatisation. C'est un privé qui va la gestion. C'est un privé qui aura la gestion parce que le privé a les compétences et les capacités nécessaires à faire ses preuves dans le domaine pour améliorer la gestion au sein d'une unité de gestion, au sein d'une société d'électricité. Et donc, la société accompagnera les cadres de la SPE sur la période qu'il faut pour leur passer la main. Donc, ce n'est pas du tout une privatisation. J'appellerais ça un accompagnement. Ce qui signifie, si je comprends bien, qu'à la fin du processus, la SBE revient dans le patrimoine. La SBE demeure dans le patrimoine de l'État. Et l'endroit sera de nouveau dirigé par des institutions ou du moins le privé quittera. Mais bien sûr, puisque c'est un contrat à durée qui a une fin. C'est pas un contrat. C'est un contrat renouvelable tout de même. Mais tout contrat est renouvelable dans les documents que nous avons pour la gestion des marchés au Bénin. Ce qui signifie, M. Hassan, que nous pouvons être dans une privatisation ou du moins dans une mise en gestion, comme vous le dites, provisoire, mais dans un provisoire perpétuellement renouvelable. Non, pas du tout. Si au bout du premier contrat, le besoin se fait sentir, que la société a besoin de continuer à être accompagnée sur une certaine durée, il ne faut pas la lâcher retomber dans l'état qu'on connaissait pour cette société-là. Aujourd'hui, la SPE est en train d'aller de l'avant. Et nous avons besoin d'accompagner la SPE à aller encore plus. Parfois, vous allez payer votre facture à la SBE et la SBE n'a pas l'énergie électrique. Et vous dites que la SBE va de l'avant. Ça fait quand même bizarre. On vit ces cas-là régulièrement. Vous savez, d'abord, les factures sont exorbitantes. Oui. Vous venez avec l'argent pour payer au guichet. Oui. On vous dit qu'il n'y a pas d'électricité. On vous dit qu'il n'y a pas de réseau. Pour acheter l'énergie pour quand vous avez un compteur prépayé. Et vous dites que la SBE supporte. Lorsque des problèmes ont été accumulés sur la durée, on ne peut pas les résoudre rapidement du jour au lendemain. Il faut un processus. Et ce processus-là est en cours pour améliorer les performances de la SBE. Les coûts des factures d'électricité, chacun peut contrôler sa consommation. Nous avons souvent l'habitude de dire on nous fait des factures exorbitantes. Mais nous pouvons, lorsqu'on vient nous déposer la facture, nous pouvons contrôler notre compteur. Nous pouvons relever notre compteur nous-mêmes pour connaître notre consommation, pour calculer notre consommation. Et je pense qu'il y a des structures indiquées dans le pays pour faire de la sensibilisation à la maîtrise d'énergie, à l'efficacité énergétique. Nous utilisons généralement dans nos maisons des équipements qui sont très peu adaptés, qui consomment de l'énergie. Nous utilisons des rallonges qui ne sont pas de qualité, nous utilisons des lampes qui consomment beaucoup d'énergie, nous laissons les veilles de nos postes téléviseurs allumées, les veilles de nos radios allumées. Il est clair que ces différents équipements-là consomment de l'électricité en veille. Et donc, nous devons apprendre à contrôler notre consommation d'électricité. C'est ce que nous consommons que la société nous facture. Maintenant, il peut y avoir par endroits des erreurs de lecture, des erreurs de relevé, mais ces erreurs sont très très infirmes. Moi, j'invite tous les Béninois à pouvoir relever eux-mêmes leur compteur et à chaque fin du mois à pouvoir et donc calculer leur consommation d'électricité. C'est faisable puisque derrière les factures, c'est indiqué comment on calcule et donc sa facture d'électricité. Tout le monde n'est pas mathématicien, monsieur. Oh non, c'est de petits calculs. C'est de petits calculs. Les enfants vont à l'école. Déjà, un enfant qui a au CE2... Avec le stress quotidien... Déjà, un enfant qui a au CE2 peut faire ce calcul pour les parents. On fait ce calcul, on se rend compte que ce qu'on a trouvé est largement en dessous de ce que la SBE a facturé. Une réclamation est possible. Oui, une réclamation est possible. D'abord, la pression, c'est de payer la facture d'abord avant de réclamer. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez,
généralement, lorsque vous allez même dans les sociétés, quand on prend les factures d'électricité, on a fait directement la comptabilité. Mais une facture d'électricité, c'est d'abord d'ordre technique. Il faut savoir la lire, il faut savoir calculer, surtout pour les grandes sociétés, EdenTV par exemple, qui est peut-être en moyenne tension et autres. Il faut suivre la facture d'électricité. Il y a des paramètres que déjà, vous pouvez mettre en place pour voir pourquoi est-ce que pendant ce mois, nous avons travaillé que 10 heures, mais nous avons payé plus que le mois passé où nous avons travaillé 25 heures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut voir les installations. Il faut voir si les gens éteignent les climatiseurs avant de rentrer à la maison, si les lampes sont éteintes. Et donc, il y a des actions qu'on mène pour suivre sa consommation d'électricité. Et je pense que des initiatives sont en train d'être prises pour sensibiliser la population à ces faits et gestes, pour réduire leur consommation d'électricité en fonction donc de leurs besoins. Vous avez dit tout à l'heure que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est à même de construire le Bénin dont vous rêvez. Bien sûr. Et ce Bénin dont vous rêvez, c'est dans ce même Bénin que les hôpitaux sont en passe d'être privatisés. Vous n'aimez pas trop ce thème, mais en réalité, c'est cela. On parle de, je crois, le thème, c'est affermage. Non, pas pour les hôpitaux, pas pour les hôpitaux. Mais ils ont eu le thème en tout cas, mais c'est les privés qui vont gérer. Nous savons ce que ça coûte lorsqu'on va dans les hôpitaux privés. Il s'agit de la santé de la population. Je pense que nous avons besoin des expériences. Nous avons besoin que des expériences se fassent. Est-ce qu'on est prêt pour mettre en musique c'est vrai que tout changement est difficile à percevoir. Lorsqu'on sait qu'il y a des régions qui n'ont pas de centres de santé bien équipés, qui manquent de personnel. Mais c'est à cela que le gouvernement veut trouver des solutions. C'est à cela que le gouvernement veut trouver des solutions, puisque... Et la solution, c'est de confier ces hôpitaux au privé. Puisque aujourd'hui, le gouvernement, notre pays n'a pas les moyens de s'engager à satisfaire tous ses besoins. Nous n'avons pas les ressources financières qu'il faut pour satisfaire tous ces besoins. Nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons pas de ressources minières à utiliser. La Constitution, c'est bien écrit noir sur blanc que l'État doit garantir aux citoyens les meilleures conditions de vie. Mais c'est ce que l'État veut faire. C'est ce que l'État veut faire. L'État dit, je n'ai pas les ressources financières pour engager, pour satisfaire, pour mettre tous les Béninois au même niveau indiqué par la Constitution. Mais pour y parvenir, je mets en place des outils qui me permettent de satisfaire ces besoins-là aux populations, depuis ceux qui sont dans les villes jusqu'au dernier, à la dernière couche de la population dans les villages. Mais les gens sont contre pourquoi? Oui, les gens sont contre pourquoi? Monsieur Hassan, les gens sont contre, dans le secteur de la santé, des grèves perlées s'observent depuis quelques semaines. Les réformes proposées par la commission mise en place par le chef de l'État, dirigée notamment par Monsieur Talon Aristide, ont abouti donc à une levée de bouclier de la part des professionnels de la santé. Si je ne m'abuse, les prochaines semaines, il y aura grève 5 jours sur 5 sans service minimum. Alors, ce que je dis généralement, lorsque vous posez un problème, vous devez mettre à côté une approche de solution. Nous savons tous que nos hôpitaux ne fonctionnent pas normalement. Nous savons tous que nos hôpitaux ont des difficultés. Mais les spécialistes des hôpitaux au Bénin, quelle solution ils ont proposée depuis lors? Il y a une solution qui est sur la table. Travaillons sur cette solution-là et avançons. Alors, ce qu'ils réclament, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils n'ont pas eu le rapport de cette commission-là. Mais pourquoi ne pas faire un travail parallèle à cette commission pour faire des propositions au gouvernement? Mais mettre en place une commission... Pourquoi rester? Pourquoi rester de son côté et dire, donnez-nous ce que vous avez fait pour qu'on réfléchisse là. Est-ce que les fonctionnaires du système sanitaire ont la possibilité de se constituer en commission, faire le tour du pays? Il faut les faut de moyens. Oui, mais d'abord... Mais les autres, ils vont émarger au budget national. D'abord, ils l'ont fait. D'abord, nous avons les grands hôpitaux. Nous avons l'hôpital Hubert Maga, nous avons les hôpitaux de zone, et déjà que chacune de ces unités-là commence par faire des propositions. Mais on ne peut pas dire, donnez-nous les propositions que vous avez faites, nous allons réfléchir là-dessus. Non. Mais pourquoi ne faut-il pas rendre public le rapport? Si tant est-il qu'il y a des propositions dans ce rapport qui doivent être mises en œuvre, et que ce sont les professionnels de la santé qui seront obligés de mettre en œuvre ces réformes. Ces travailleurs ont leurs représentants dans cette commission.
Ça veut dire qu'ils ont le retour de ce qui se fait. S'ils ont le retour de ce qui se fait, où se pose encore le problème? Justement, Ils ont quelqu'un par qui ils peuvent faire passer leurs propositions pour influencer ou apporter un plus à ce qui se fait au sein de la est-ce commission. qu'ils n'étaient pas minoritaires, largement minoritaires? C'est pas une question, les questions intellectuelles ne sont pas des questions de minorité-majorité, nous ne sommes pas au Parlement. Nous sommes dans la réflexion. Et dans la réflexion intellectuelle par rapport à un secteur, il y a des spécialistes du secteur. Je suppose que les travailleurs du secteur de la santé ont envoyé un spécialiste à même de défendre leur position. C'est ce qu'il faut. Si on envoie quelqu'un simplement qui n'est pas à même de défendre leur position, il est normal que ces positions, peut-être bien qu'elles soient bonnes, soient mal portées et n'arrivent pas à influencer le travail donc, de la commission qui a été mise en place. Moi, je pense que les agents de santé doivent revenir à de meilleurs sentiments et mettre en place, s'organiser en tout cas, pour faire parvenir des propositions au gouvernement. Les grèves font plus de mal à ce pays que quelques autres actions. Ils vont laisser des personnes mourir, ils vont créer des dégâts dans le pays. Et évaluer un peu les grèves qu'ils ont fait jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent faire aussi. Quand ils font les grèves, il faut qu'ils donnent l'évaluation de ces grèves-là. Les pertes que ça a créées en vies humaines, les dégâts, les dommages que ça a créés, le manque à gagner aux hôpitaux. Il faut qu'ils nous fassent le point là. Ce point, on ne l'a pas. Alors, mais quand ils font ces grèves et qu'après on arrive à satisfaire ce qu'ils demandent, comment on fait pour réparer ce que les dommages qu'ils ont. Pourquoi ne pas satisfaire avant que la grève ne commence? Ils ne commencent pas la grève du jour au lendemain. Ils ne passent pas à 5 jours de grève Je suis d'accord, mais je dis la grève n'est pas le moyen qu'il faut pour aboutir aux solutions. La grève n'est pas le moyen qu'il faut pour aboutir aux solutions. Les professionnels de la santé ont réclamé à participer aux travaux de la commission. L'occasion leur a été donnée. Mais où se trouve encore le problème? Il n'y a plus de problème. Non, puisqu'ils ont dénoncé le fait que les résultats ne soient pas mis à leur disposition, que les propositions qui ont été rendues comment ils n'ont pas les résultats s'ils ont un représentant dans la commission? Vous avez un représentant dans la commission, vous êtes présent, et vous dites que vous n'avez pas les résultats. Moi, je ne comprends pas ça. Il a clamé quand même, il a clamé haut et fort devant les caméras et les micros. Donc, oui, mais ils sont présents dans la commission. Et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas les résultats. Ils sont là, ou bien on le met au salon, on le met au salon et on discute à la salle de conférence. Ou bien il est en retard, la porte est déjà fermée avant son arrivée. Je ne sais pas, je ne suis pas professionnel de la santé, mais je dis, s'il est présent, s'il a travaillé dans la commission, il a les résultats de la commission. Et au fur et à mesure, il doit pouvoir organiser des séances avec les professionnels de la santé qui l'ont envoyé, qui l'ont mandaté pour participer à la commission. Et leur faire le point de manière à porter leur position dans cette commission-là. Vous savez très bien que lorsque vous allez au niveau des hôpitaux publics avec un cas d'urgence, un malade et tout, vous n'avez pas le cash, on ne vous regarde pas, on s'en fout. Dans le privé, on sait aussi ce que c'est. Oui. Mais quand ce soit généralisé, on va confier tout ça. Vous avez affaire à un gouvernement. Nous avons affaire à un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable. Ça fait 3 semaines, sinon 1 mois que les grèves ont commencé. Oui. Et le gouvernement n'a pas encore réussi à les calmer Qui vous dit que le gouvernement travailleurs n'est pas en contact avec les travailleurs? Oui, mais on n'a pas encore les résultats sur le terrain. Je vous ai dit, peut-être qu'il y a de contact entre le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé et les spécialistes de la santé. Mais je vous ai dit, le gouvernement du Patrice Talon nous apprend à moins parler et à beaucoup travailler. C'est sûr qu'il y a des contacts qui sont pris. Et peut-être que les agents de santé ne veulent pas démordre. À un moment donné, il faut que chacun lâche du lest pour qu'on aille de l'avant. Mais les positions jusqu'au boutistes sont des positions qui ne favorisent personne et encore moins la population. Parce que les dégâts que nous aurons, ce sont des pauvres populations qui sont dans les hôpitaux qui vont en pâtir. Ce n'est pas les spécialistes de la santé. Et donc, ils doivent voir ce côté-là. Moi, j'aurais souhaité que pour les grèves, ils travaillent plus, qu'ils ne rentrent plus chez eux, qu'ils soient dans les hôpitaux en train de travailler en permanence, par exemple. Monsieur Hassan Todemo, nous arrivons au thème de notre émission. Nous avons encore, je crois, moins de 20 minutes avant de conclure ce numéro de dimanche politique. Avant d'aborder le dossier et la décision, le prononcé de la décision de la Cour suprême, le rejet bien entendu du pouvoir en cassation du groupe Bolloré et de l'État béninois en faveur du groupe pétrolin. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Quand on parle de démocratie, il faut une mouvance et une opposition. Aujourd'hui au Bénin, on ne voit pas, l'opposition ne se dessine pas. Quels sont les éléments qui concourent
à ce phénomène-là? Comment vous l'expliquez? C'est vrai que vous connaissez désormais votre composition, vous vous acheminez déjà vers mais vous êtes déjà dans le système, dans l'appareil actuel. Nous avons toujours été. C'est le mot juste qui vous a passé. Je pense qu'il faudra répéter. L'UDBN a toujours été. Bon, d'accord. Non, dites-le. Non, c'est compris. Non, vous l'avez déjà dit. Moi, on cherche à savoir. Je l'ai dit depuis le début de l'émission. L'UDBN a toujours été. Maintenant, donc il faut reprendre la phrase. Non, vous avez dit que l'UDBN a toujours été. Non, je ne confirme rien. Je vous pose des questions, vous répondez. Vous avez confirmé, ils vous ont compris, les téléspectateurs, auditeurs. L'opposition au Bénin, pourquoi elle ne se dessine pas? Non, je pense que j'ai lu sur les réseaux sociaux une voix de la minorité parlementaire. Et donc, vous l'avez bien dit, s'il y a une majorité, il y a une minorité, c'est qu'il y a des mouvanciers et une opposition. Et donc, il faut que l'opposition s'organise pour se concrétiser. On ne peut pas faire de l'opposition sur les réseaux sociaux. L'opposition, nous avons des tests qui réglementent l'opposition. Et donc, il faut que l'opposition s'organise pour participer à la vie politique du pays. Le Bénin en a besoin. Nous avons besoin donc des contre-propositions, nous avons besoin donc des idées qui montrent que ce que nous proposons n'est peut-être pas le meilleur, mais nous pensons que ce qui est proposé est ce qu'il faut pour les Béninois. Maintenant, s'il y a des idées contraires qui trouvent qu'il y a des propositions alternatives, il y aura la confrontation des idées et nous pourrons apporter la preuve donc que ce qui est proposé, c'est ça qu'il faut. Et c'est dans cette émulation-là des idées que le pays pourra aller de l'avant. C'est pas lorsqu'un camp se recovit sur lui pour dire « je suis minoritaire ». Il faut une minorité, une majorité, à moins que tout le monde participe à la majorité. Mais la minorité ne se sent pas, je dirais, respectée, ne se sent pas prise en compte. Prise en compte par rapport à quoi? Ils veulent aller au gouvernement, la minorité? Non, pas forcément, mais quand même. Prise en compte par rapport à quoi? Quand on est dans une démocratie, il y a lieu quand même quand il y a des institutions, quand il y a des partages. Vous le savez, au niveau par exemple d'institutions qui sont créées, RAVIP, on a désiré des gens, ils ne se sentent pas aussi représenter que cela devrait l'être. Vous savez, la minorité constitue une représentation d'une grande part de notre population. Un certain nombre de députés, 23 je pense, c'est déjà une grande partie de la population béninoise. Et donc cette minorité-là doit pouvoir apporter ses approches de solutions. C'est ce que je disais tantôt. Cette minorité ne doit pas se taire pour dire j'accepte ce qui se passe, voilà, j'envoie des... Non. Que cette minorité commence par donner de la voix, par nous faire des propositions concrètes pour que nous puissions analyser la démarche donc, de l'opposition. Mais la difficulté au Bénin, c'est que personne ne se déclare opposant. Mais si, nous en avons quand même les anciens CBE, entre certains sont restés opiniâtres. Nous avons quelques personnes politiques. Ils ont critiqué. Mais ils n'ont pas dit nous sommes l'opposition, puisqu'il faut un leader pour l'opposition. Il y a quand même, il faut un leader pour l'opposition. Il s'appelle Sébastien Adjavon qui a dit clairement, lui, il est de l'opposition. Il faut un leader pour l'opposition. Peut-être lui. Sébastien Adjavon est une personnalité politique. Il a dit, il est désormais personnalité politique. Sébastien Adjavon n'a pas encore un parti politique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un parti politique avant? Mais regardons dans les tests. Qui gouvernent l'opposition. Et donc, il faut... Je ne peux pas être individu, je m'excuse le thème, je ne peux pas dire que le président Adjavon est un individu, mais je ne peux pas une personne me lever et dire je suis chef de l'opposition, je suis opposant. L'outil politique par lequel on participe à la vie politique du pays, c'est un parti. Et donc, on reconnaît politiquement un individu à travers un parti politique. Et donc, pour participer à l'opposition, son parti politique est de l'opposition. Mais, pour ce que je sache jusqu'à aujourd'hui, M. Sébastien Adjavon n'a pas encore de parti politique. Maintenant, nous avons des partis politiques. Le cas d'Adjavon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons d'autres partis politiques qui disent ne pas partager la même vision du régime actuel, mais qui se déclarent de l'opposition. Et justement, pourquoi ces leaders-là ont-ils peur? Mais je ne sais pas, ils sont là, invitez-les, ils vont nous dire. Ceux qui disent que Patrice Talon est plutôt vindicatif ou bien qu'il surveille de près cette opposition, qu'il peut taper sur les doigts de ceux qui ont géré par le passé, qui ont peut-être la main dans le cambouis, et donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas oser parler. C'est peut-être leur manière de voir les choses.
C'est peut-être leur manière de voir les choses, de par le côté où ils regardent. Oui, donc s'ils pensent faire l'opposition, mais qu'ils se déclarent opposants. Je suis opposant, je veux faire l'opposition, je suis chef de file de l'opposition, et donc on va leur donner toutes les prérogatives donc, de chef de file de l'opposition. Assane Toudema, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Vous le savez, le 28 septembre, c'est-à-dire il y a quelques jours seulement, la Cour suprême de ce pays a donné son verdict, un verdict définitif par rapport au contentieux qui opposait au Bénin, l'État du Bénin et le gouvernement du Bénin et avec le groupe Bolloré le groupe Petroline de l'opérateur économique Samuel Dossou Aworé. Nous allons suivre rapidement un élément qui nous fait le point de cet événement, de cette grande victoire que Samuel Dossou Aworé, président du groupe Petroline, a acquise à travers donc ce verdict de la Cour. La décision de la Cour suprême relative à l'affaire du corridor ferroviaire Bénin-Niger, attendue depuis novembre-décembre 2015 et opposant d'une part l'État béninois et le groupe Bolloré Africa Logistique au groupe Petroline de l'opérateur économique béninois Samuel Dossou Aworé, vient d'être rendue. À l'époque, débouté de ses prétentions sur la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Cotonou-Parakou Dosso-Niamey par un arrêt de la Chambre des référés de la Cour d'appel de Cotonou, le groupe Bolloré, soutenu par le régime du président Yahi Boni, avait saisi la Cour suprême aux fins de cassation. Maître Cyril Djikui, avocat du groupe Petroline, revient sur les points saillants de ce différend. Dossou Samuel, PDG de la société Petroline, a imaginé un projet, estimant que dans son pays, il n'y a pas assez de ressources minières et que le Bénin est un pays de services. Il a ménagé, il a inventé, il a conçu un projet qu'il a dénommé épine dorsale pour le développement du Bénin et de la sous-région. Au nombre de ce projet, il y a les chemins de fer Cotonou-Parakou à réhabiliter et Parakou-Niamey-Dosso à construire. Un appel d'offres international par rapport à ce projet a été lancé. Le groupe pétrolin a soumissionné et a été déclaré adjudicataire. Les deux États lui ont demandé d'entreprendre les travaux. Un projet de concession a été élaboré par les deux États. Ça a été amendé. Mais contre toute attente, on constate la présence d'une société française, Bolloré, qui est rentrée par la porte des deux États, qui ont supplié Samuel Dossou de l'accepter comme partenaire stratégique dans le projet. Ce qui fut fait. Il a signé avec le groupe pétrolin un accord de confidentialité contre toute attente et contre sa signature, contre son écriture. Il est venu, on le sait, nuitamment dans ce projet, signant avec les États une convention qui porte exactement le même objet que le projet épine dorsale dans sa composante chemin de fer. Nous avons estimé que Bolloré, qui malgré son accord de confidentialité, s'est permis de violer les engagements qu'il a pris, a commis un trouble manifestement illicite. Nous avons saisi les juridictions béninoises. La Cour d'appel de Cotonou nous a donné entièrement raison et lui a fait défense d'avoir à entreprendre quelques travaux que ce soit sur le projet. C'est contre cette décision que et l'État béninois et Bolloré ont formé pouvoir. La décision de la Cour suprême ce 28 septembre 2017 est sans équivoque. Les pourvois des avocats du groupe Bolloré et de l'État ont été rejetés. La Cour suprême a rendu sa décision et a rejeté leurs moyens, donnant ainsi effet, donnant ainsi force à une décision qui est déjà exécutoire. Il s'agit d'une ordonnance, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, nous en sommes. Cette décision, qui conforte le groupe Petroline dans ses prétentions, est un motif de satisfaction pour les avocats du groupe Petroline et les responsables au Bénin de PIC Network, filiale en charge du groupe ferroviaire. Ma fierté, c'est ce que, par notre justice, les investisseurs peuvent venir nombreux. Dans un pays où la justice est foulée aux pieds, dans un pays où il n'y a pas de justice, les investisseurs ne peuvent pas venir. Vous vous rendez compte que c'est un procès, s'il faut le dire, qui est engagé contre un groupe puissant, très puissant,
qui est Bolloré, et dans une certaine mesure contre l'État béninois. Peu importe sous quel régime il s'agit, puisque l'administration, l'État est une continuité, c'est contre l'État béninois. Et qu'un patriote et qu'un national ait pu gagner jusqu'à ce niveau, je crois qu'on peut en être fier. Enfin, notre pays a montré, la justice de mon pays a montré qu'elle est entièrement libre. Nous sommes très heureux. Une satisfaction exprimée également par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présente lors du prononcé du verdict final. Il faut que Bolloré sache que ici, là, c'est le Bénin. Il le fait partout. Il applique sa méthode commando partout. Mais au Bénin, il a échoué. Parce que nous, les Béninois, ne pouvons pas faire ça en France. La France aussi est un état de droit. Un Béninois qui a déjà son dossier, et lui, par sa méthode commando, il passe par derrière pour voir Yahi Boni et arracher ce dossier des mains de ce Béninois. Mais la Cour suprême a dit le droit et je suis fier de la justice béninoise. La justice béninoise vient donc de démontrer son indépendance une fois encore. Plus rien ne devrait s'opposer désormais au démarrage des travaux modernes promis par le groupe Petroline. Voilà, un reportage, compte rendu de Maury Agua. Monsieur Hassan Todéman, vous avez suivi l'élément, votre réaction. Merci beaucoup. Je pense que nous, Béninois, nous devons être fiers de notre justice. Nous devons être fiers de notre justice parce que le groupe Bolloré a déjà perdu en première instance, a fait appel, a perdu et est allé au niveau donc de la Cour suprême. Il vient également de perdre au niveau de la Cour suprême. Et c'est la preuve donc que le climat des affaires peut permettre aux investisseurs privés de compter sur la justice béninoise pour investir au Bénin. Vous savez, de par le passé, nous critiquons beaucoup notre justice, mais c'est la preuve là maintenant que notre justice est sur le bon chemin. Les commandos n'ont jamais marché au Bénin. Et là, il faut qu'ils en prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience que le Bénin reste et demeure le Bénin et que les opérations commando qui doivent priver les Béninois de ce à quoi ils ont droit ne peuvent pas progresser au Bénin. Le projet EPID dorsal est composé de 5 grands projets. Comment est-ce qu'on veut soustraire un des projets majeurs de cet ensemble donc de projets pour le donner à quelqu'un d'autre? Ça a été une mauvaise initiative. Elle a échoué de par la prière de tous les Béninois et nous ne pouvons que féliciter le PDG, M. Samuel Dossoa-Oré, et donc l'inviter à démarrer les activités de ce projet lié donc au chemin de fer pour permettre aux jeunes Béninois donc de s'insérer et pour favoriser la création des 500 000 emplois contenus dans le programme d'action du gouvernement. Donc, à un moment donné, c'est l'État béninois qui a pourvu en cassation contre un de ses fils nationaux. Ce sont des choses ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver et c'est regrettable. C'est regrettable. Maintenant, tout cela est derrière nous et je pense que l'ordre a été donné au groupe Petrolin de démarrer donc les activités. Injonction a été donnée au groupe Bolloré de s'asseoir aux activités. Au demeurant, le groupe Bolloré doit pouvoir payer donc des dommages et intérêts au groupe Petrolin. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et on peut tomber en chemin. Si on tombe, il faut se relever et aller de l'avant. Et donc, on est tombé, on s'est relevé, on va reprendre le départ et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le parti UDBN a donc ainsi vu une de ces grandes victoires. Ce n'est pas forcément une activité du parti dans le cadre de ce procès, mais on connaît les liens qu'il y a entre l'honorable Claudine Prudencio et bien sûr le président, directeur général Samuel Dossoa-Oré du groupe Petroline qui donc est le promoteur du projet EPID dorsal et plus particulièrement de la rénovation et de l'extension du corridor ferroviaire Bénin-Niger. Mais au-delà de ça, il y a également le port sec
de Parakou qui est construit, qui devrait commencer à fonctionner bientôt. Comment voyez-vous prochainement tous ces travaux-là? Et il faut également noter que pour le moment, le gouvernement béninois n'a pas encore dit officiellement, et le gouvernement du Niger également est attendu pour dire officiellement que les travaux peuvent démarrer de la part du groupe pétrolier. Oui, la justice a fait son travail et je pense que nos deux gouvernements vont accompagner cet élan de la justice pour que les travaux démarrent sous peu, puisque c'est pour le bonheur des populations du Bénin et du Niger. Vous voyez, le projet qui a été mis en place est un programme structurant. Vous avez le port minéralier en eau profonde, vous avez le chemin de fer, vous avez le port sec. Et donc, l'un ne peut pas s'opérationnaliser sans l'autre. Le tout va ensemble. C'est un projet intégré. Et c'est ce projet intégré-là qui contribuera à donner de la visibilité au pays au plan du transport et de la logistique. Mais vous savez que c'est parce qu'on disait que le président directeur général de Petroline ne disposait pas de moyens qu'on est allé chercher Bolloré, ou du moins quand Bolloré s'est introduit dans le dossier, les chefs d'État l'ont accepté. Que peut-on répondre à cette... Nous avons passé plus de 7 ans sur ce projet sans qu'il ne débat, compte tenu de ces contingences-là. Et je pense que le groupe pétrolien a fait ses preuves ailleurs. Ce n'est pas la première fois qu'il veut investir dans un projet de cette envergure-là. Un groupe qui a fait ses preuves ailleurs est capable de faire ses preuves chez lui. Monsieur Dosouaoré, il est béninois, il est chez lui au Bénin. Il ne peut pas prendre un projet et montrer qu'il est incapable de le gérer. Je pense que ce qui s'est passé en son temps, il fallait trouver des outils pour donc justifier ce qui a été fait. Et ces outils n'ont pas été de bons outils, sinon la justice n'en serait pas venue à cette décision-là. Tout investisseur n'a pas de liquidité à prendre et à injecter dans un projet. Tout investisseur va à la conquête des ressources. Il va à la mobilisation des ressources de par la taille, l'importance et ce que son projet peut générer. Et je pense que le groupe pétrolien a les capacités nécessaires pour mobiliser les ressources dont a besoin la mise en œuvre de ces différents projets-là. Et le peuple béninois va le constater dans les très prochains jours. Dès que les chefs de l'État vont donner l'avis favorable pour que les travaux reprennent, vous allez voir le groupe pétrolien négocier avec les travailleurs, voir comment payer leur salaire, démarrer les activités. Et puisque le groupe pétrolien n'avait pas croisé les bras, le groupe pétrolien avait confiance à la justice béninoise et continuer à travailler sur le projet. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que le groupe pétrolien va commencer la mobilisation des ressources ou va commencer par prendre des contacts avec des partenaires. Tout cela se faisait dans le temps et je pense dès que les chefs de l'État vont donner leur avis favorable pour le démarrage des travaux, les travaux vont reprendre de plus belle au profit de nos populations. C'est ce que nous souhaitons. On va conclure. C'est vrai, les 6 et 7, vous avez longuement opiné sur le congrès. Qu'est-ce qu'il y aura, quelle sera la plus-value? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Alors, je le disais tantôt, nous allons partager ce qui est fait jusque-là avec, je dirais, tous les membres de l'UDBN, puisque les représentants du parti viennent de partout du Bénin. Et ensuite, comme je vous le demandais, ce qu'il y aura de spécial, nous le conservons au Congrès. Le Congrès dira donc ce qu'il apporte de plus aux différents congrès qui ont eu lieu et en plus donnera d'autres justifications à ce pourquoi nous tenons son congrès. J'en ai énuméré donc quelques-unes ici, mais le reste, nous laissons la primauté au Congrès de le dire à l'ensemble de la population béninoise. Mais d'ores et déjà, sachant que nous allons lancer une mobilisation aux forces politiques, aux partis politiques, pour qu'ils viennent à l'UDBN, pour qu'ensemble on puisse œuvrer à contribuer à l'un de ces grands rassemblements. L'UDBN se sent-il aussi fort pour accueillir d'autres partis politiques en son sein? Oh, mais bien sûr, l'UDBN est en train de faire ses preuves sur le terrain. Et donc, c'est ensemble que nous pouvons donc trouver les solutions pour aller à ce grand ensemble-là dont nous rêvons tous. Mais pour aller à ce grand ensemble, il faut des leaders pour porter l'idée. Et la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, est l'une de ces personnalités-là qui porte cette idée de rassemblement. Et donc, elle est à même de mobiliser d'autres personnes, d'autres ressources politiques, d'autres personnes politiques, d'autres partis politiques pour aller vers ce grand ensemble-là. Et elle y travaille tous les jours. Quel est votre bilan politique au jour d'aujourd'hui?
Alors, en termes de bilan politique, nous avons été à l'Assemblée déjà la seconde fois. Nous avons occupé des postes de haute fonction au niveau de l'État. Nous avons des élus locaux, nous avons des conseillers communaux, nous avons des chefs d'arrondissement et nous travaillons donc à ce que on ne s'arrête pas à ces résultats-là, à ce qu'on élargisse ce qui laisse entrevoir également comme autre objectif du Congrès la préparation des prochaines échéances électorales. Les prochaines échéances électorales sont en 2019. Pour l'instant, nous travaillons sur le parti, nous travaillons à accompagner le programme d'action du chef de l'État et nous ne mettons pas en priorité les élections. Les élections viennent après. Pour qu'en 2019, le chef de l'État soutienne des candidats de l'UDB? Non, chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous avons un programme que nous mettons en œuvre et ça nous occupe énormément. Et donc, nous ne pouvons pas penser aux élections. Les élections viennent après et nous aurons le temps de travailler également sur les élections au moment opportun. Ça, c'est le langage politique pas du tout, Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que nous faisons. Monsieur Hassan Todema, vous êtes le secrétaire général de l'UDBN. Lorsqu'on a fini de dire tout cela et qu'on vous donne l'occasion de conclure un plateau comme celui-ci, que diriez-vous? Je voudrais inviter tout le peuple béninois, femmes et hommes, à continuer à accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est vrai, les instants que nous vivons dans le pays pourraient paraître difficiles, mais la victoire est au bout du fil. C'est pour cela que notre engagement ne doit être à aucun moment relâché. Je voudrais saluer tous les membres, tous les militants, tous les sympathisants de l'UDBN qui s'apprêtent déjà à nous rejoindre à l'ex-usine d'engrais de Godomé-Dekoumbé pour notre congrès du 6 et 7 octobre. Et je leur souhaite tous un bon voyage sur Godomé. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite effective de ce congrès et je les invite à travailler pour que la contribution de l'UDBN à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement soit effectivement visible sur le terrain. Je vous remercie. Vous avez salué votre présidente, puisque... Oui, la présidente, on ne finira jamais de la saluer. Et donc, c'est pourquoi... Nous vous aidons à ne pas avoir de problème. Non, on ne finira jamais de la saluer. On ne finira jamais de la saluer parce que nous l'appelons l'Amazone de la 6e circonscription. Il n'y en a pas deux dans la circonscription comme Amazone. Nous la félicitons pour le travail qu'elle abat tous les jours. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ou vous lui jetez seulement des fleurs? Non, on ne lui jette pas des fleurs. C'est vrai qu'on dit que là où, quand la femme gère une entreprise ou un parti politique, présidente elle-même est déjà la meilleure des fleurs. Et donc on ne peut plus lui jeter des fleurs. Mais nous disons la réalité de ce qu'elle fait. Elle abat un travail immense. Et nous l'accompagnons tant que faire se peut. Nous l'accompagnerons davantage pour que sa vision de l'UDBN puisse vraiment être portée vers les objectifs qu'elle vise et pour que son accompagnement du PAG soit continuel dans le temps jusqu'à l'aboutissement des différents programmes, des différents projets contenus dans le PAG. Madame la Présidente, par ma voix, tous les membres du bureau politique, tous les militants sympathisants de l'UDBN vous remercient pour tout ce que vous faites et ne vous marchanderont d'aucune manière leur engagement permanent. Vous passerez en tout cas par le service commercial pour cette... Ça sera fait avant mon départ. Ce supplément ça sera fait avant mon départ. Que vous avez ajouté. Donc nous allons tout simplement remercier les téléspectateurs et auditeurs. Nous nous recevions pour vous donc aujourd'hui Todema Hassan. Il est énergéticien environnementaliste dans la vie. Il est même directeur des énergies renouvelables, mais il n'est pas venu ici à ce titre. Ce qui l'a conduit dans nos studios pour ce numéro de Dimanche politique qui revient, c'est son poste de secrétaire général de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, le parti de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. C'est à ce titre qu'il est venu nous parler du démarrage prochain du congrès du parti. Et c'est avec Tranquillin Akad Benotin que nous l'avons reçu. Tranquillin. Merci à vous, M. Liam Baguidi. En nouvelle diffusion, Dimanche politique sur Eden Télévision Diaspora FM ce dimanche même à 21h, mardi prochain également à 21h et mercredi sur Diaspora FM. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision Diaspora FM. À bientôt.